les historiens blancs auraient comploté en secret pour falsifier l'histoire et dissimuler cette vérité. Ce qui fait que du coup, toute l'histoire est à réécrire. Et cette thèse de Cheikh Anta Diop, elle va avoir un écho monumental. Le projet 1619. Un projet initié par le New York Times qui cherche à déformer l'histoire américaine, faisant de l'esclavage l'origine des États-Unis d'Amérique. C'est un pur travail de propagande. Mais surtout, quand on fouille un peu, on se rend compte que la base de la pensée afrocentriste, ça consiste en gros à considérer que les Européens ont systématiquement manipulé l'histoire en effaçant toutes les contributions des Noirs. L'afrocentrisme part toujours de la même paranoïa. Si les Blancs l'ont inventé, il ne faut pas faire confiance. Donc si les Blancs ont inventé la science, alors la science est un mensonge. Comprenez que la prétendue remise en question de la science occidentale n'est pas un rejet irrationnel. C'est un rappel à la vigilance critique. Un rappel que la science et l'histoire ont toujours été utilisées pour pouvoir justifier un certain nombre de choses comme le racisme et l'esclavage. Le truc n'est pas de dire que si les Blancs l'ont inventé, ce que c'est faux. C'est plutôt de dire il faut vérifier et comprendre le contexte social et politique derrière chaque découverte et chaque récit que les Blancs font. Est-ce que tu comprends la différence? La théorie des cartes du monde déformées. Et ça, c'est peut-être une de mes théories préférées. C'est l'idée selon laquelle les cartes du monde auraient été délibérément déformées par les colonisateurs pour minimiser la taille du continent africain et cacher son importance géopolitique. Les Blancs ont mangé les Noirs. Alors, pour comprendre d'où vient cette idée, il faut remonter à une autre théorie selon laquelle, si les momies ont disparu, c'est parce que les Blancs les ont mangées. Je suis tombée sur la vidéo de cette jeune fille qui nous apprend des choses inédites sur l'histoire des Afro-Américains. Ce que je m'apprête à vous dire, vraiment, ça me débecte. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un dégoût total. Genre, je peux même pas l'expliquer. Elle nous sort des sources, des livres de recettes qui s'appellent Edible People, The Delectable Hero. Vraiment, rien que le titre, ça me choque. Vous vous en doutez bien, le phénomène il a été peu reconnu, mais il y a quelques sources qui nous indiquent que c'était plutôt les régions du Sud. Et aujourd'hui, on reconnaît sans problème que l'eurocentrisme était une erreur, que ce soit scientifiquement ou moralement. Mais c'était pas forcément un phénomène conscient. D'ailleurs, on a mis super longtemps à mettre un mot sur ce phénomène. Mes fidèles savent très bien que la liberté n'est pas gratuite. Ils savent que l'arme de contrôle la plus puissante pour tous les oppresseurs, c'est ce qui se passe dans la tête des oppressés. Combien de temps pouvons-nous encore laisser faire ça, à votre avis? Dans une précédente vidéo, j'avais expliqué que je reviendrais m'occuper de ce type, particulièrement ce modin-là. Donc, dans cette vidéo, je vais débunker l'ensemble de ces arguments. La dernière fois, j'étais assez conceptuel. Cette fois-ci, je vais débunker argument par argument. C'est toujours très difficile de corriger des gens qui alignent beaucoup de bêtises à la minute. Mais avec lui, c'était particulièrement facile. Ça n'a jamais été aussi simple en réalité. Il n'avait aucun argument solide. Donc, ne perdons pas de temps et on commence. L'argument 1. L'eurocentrisme était une erreur. L'afrocentrisme est donc l'ethnocentrisme. L'eurocentrisme. Pendant très longtemps, les historiens occidentaux ont vu l'Europe comme le centre du monde, et ils ont jugé le reste du monde selon leurs propres valeurs. C'est ça, l'eurocentrisme. Et ça a largement contribué à créer un sentiment de supériorité chez les Européens qui a notamment servi à justifier le colonialisme et l'impérialisme. Parce que les Européens, à cette époque, ils étaient à la pointe du progrès technique, scientifique et même social. Et ils considéraient que c'était ces critères-là qui définissaient le niveau d'avancement d'une civilisation. Sans se dire que d'autres civilisations pouvaient avoir d'autres critères comme la spiritualité, la connaissance de la nature, la cohésion communautaire, le respect des traditions, etc. Et aujourd'hui, on reconnaît sans problème que l'eurocentrisme était une erreur, que ce soit scientifiquement ou moralement. Mais c'était pas forcément un phénomène conscient. D'ailleurs, on a mis super longtemps à mettre un mot sur ce phénomène. En fait, pour vous donner un ordre d'idée, l'ethnocentrisme, ça a été théorisé en 1906 et l'eurocentrisme seulement dans les années 70. Une fois qu'on a eu du recul sur certains événements comme la colonisation, la Seconde Guerre mondiale, etc. Et depuis, en toute logique, les historiens cherchent à éviter ce biais ethnocentrique. Pourtant, dans les années 80, certains historiens vont choisir de s'y vautrer allègrement dans ce biais ethnocentrique. Et ces historiens-là, ils ne sont pas à la recherche de la vérité, mais bien d'une vengeance. Et le courant auquel ils appartiennent, il s'appelle, vous l'aurez deviné, l'afrocentrisme. Modern Chrétien commence fort en nous disant que l'eurocentrisme était juste une erreur des historiens occidentaux et que le colonialisme et l'esclavage n'étaient que de petites maladresses. C'est comme ça qu'on comprend ça. Qu'ils essaient de réparer aujourd'hui. Donc ils l'admettent sans problème.
Oui, exactement, ce n'était rien de grave. Juste de petits oups planétaires, un oups, c'est pas si grave. Ils ont pris des continents entiers, dépeuplés, déshumanisés, réduit des peuples entiers en esclavage pendant des siècles. Mais pas de panique, hein. C'est pas très grave. Le monde blanc s'excuse et tout va bien. C'est terminé. Franchement, c'est presque comique. Si ce n'était pas aussi dramatique, si ce n'était pas aussi tragique. Imaginez que quelqu'un vole ta maison, massacre ta famille, torture, toutes les tortures que vous pouvez imaginer. Vole ta fortune, vole ton école, vole ton travail, et plusieurs générations après, il dit « Désolé, l'oubli, c'était une erreur vraiment ». Dites-moi, vous allez rire ou pleurer. Et ne parlons même pas de ses arguments sur l'afrocentricité. Selon lui, l'afrocentricité serait apparue dans les années 80 comme une vengeance. Oui, le mot la vengeance contre l'eurocentrisme cherchant à imposer la supériorité noire. L'idée, c'était les Européens ont écrit l'histoire de l'Afrique avec des biais. Nous voulons réécrire cette histoire nous-mêmes du point de vue africain. Mais surtout, les Européens se sont crus supérieurs grâce à ce biais ethnocentrique. Nous voulons la même chose. Bref, dès le départ, l'afrocentrisme, c'était une énorme connerie. Et donc, sans aucune surprise, si l'eurocentrisme a mené au suprémacisme blanc, l'afrocentrisme, lui, mène au suprémacisme noir. Même cause, même conséquence. Pourtant, beaucoup continuent à défendre cette démarche en disant que le but, c'est justement de rééquilibrer la balance, de réparer les erreurs de l'eurocentrisme, comme si on allait réparer une erreur avec une autre erreur. Oui, évidemment, parce que se battre pour que ton histoire, ta culture, ta dignité soient enfin reconnues, c'est évidemment de la vengeance, hein? C'est vouloir se venger. C'est pas normal que tu veux que ton histoire soit reconnue. Pour ce type-là, visiblement, exiger que les Noirs soient traités comme des humains serait la domination mondiale. Le plan, n'est-ce pas? La réalité, c'est que le monde noir cherche simplement à rééquilibrer le récit, à montrer que l'Afrique n'a pas été un simple décor pour les aventures des Européens. Non. Et pour ceux qui veulent vraiment voir l'absurde, rappelons qu'actuellement, là, en Afrique du Sud, sur leur propre terre, les Noirs continuent de subir des discriminations systémiques et des inégalités énormes. Ça a un sens pour lui. Alors, parler de vengeance dans ce contexte, c'est comme accuser quelqu'un de vouloir attaquer son château, alors qu'on lui a volé son château, son terrain, les clés, le plan de construction, l'argent pour construire ça depuis 500 ans. Mais ça lui appartient. Bref, ces arguments ne sont pas seulement faux. Ils sont absurdes et révélateurs de cette ignorance et de cette hypocrisie blanche volontaire qui préfère inventer des histoires sur la suprématie noire plutôt que de regarder la réalité en face. Il faut qu'on arrête tout de suite avec cette idée que l'esclavage et la colonisation étaient juste des erreurs. Sérieusement, une erreur, faire une erreur, c'est quand on se trompe de chemin. Faire une erreur, c'est que tu te retrouves en train d'acheter des pommes au lieu d'acheter des poires. L'esclavage et le colonialisme, ce n'était pas ça. Ce n'était pas des erreurs. C'était un plan systématique, organisé et volontaire qui a perduré des siècles et des siècles avec des lois, des administrations, des armées, des navires remplis, toute une industrie économique derrière d'humains arrachés à leur terre et traités moins que du bétail. Tout ce système-là, ça ne se fait pas par accident. Faut arrêter ton hypocrisie et ta bêtise et soutenu par des gens tout aussi stupides. Ce n'est pas une maladresse historique, c'est un crime de masse avec tout un planning précis et des effets qui ne se sont pas évaporés à minuit pile. Le jour où l'abolition a été votée, non. Ce n'est pas que dès que ça a été imposé, voilà, plus d'esclavage et puis c'était bon, voilà, c'est terminé. Quand on parle de l'enregistrement de l'Occident, il faut arrêter de croire que tout ce que vous avez est mérité ou alors c'est né du hasard ou de votre intelligence. Toute cette richesse vient directement de l'esclavage et de la colonisation. Des banques comme Barclays ou HSBC ont financé des plantations et assuré le commerce transatlantique des êtres humains. Tandis que les institutions comme Lloyd of London couvraient les navires qui transportaient des êtres humains captifs. Aux États-Unis, JP Morgan Chase, la Citibank ont profité du coton cultivé par les êtres humains forcés à travailler. Et en Europe, des multinationales comme Unilever ou encore Royal Dutch Shell ont construit des empires grâce à l'exploitation du sucre, du cacao, de l'huile de palme et de pétrole. C'était produit par qui? C'était pas dans les colonies. Mais tout ça, ce n'est pas simplement une question d'entreprise. Parce qu'il y a des industries entières qui ont fleuri grâce à ces pratiques. Le coton, le sucre, le pétrole, tout cela a été extrait par l'esclavage, transporté par les flottes marchandes européennes et financé par les banques et les assurances, tous complices. L'industrie du cuir et du vêtement,
Vous pensez que ça a été particulièrement développé par quoi? L'enrichissement de l'Occident, ce n'est pas le fait du hasard. Il s'agit d'un système planifié, soutenu par les États, qui se sont accaparés des terres, qui se sont accaparés des gens, des populations entières, pour créer un monopole pour des profits, ce qui leur a généré des profits colossaux. Et ce qui est très important à noter, c'est que cette richesse ne s'est pas évaporée au moment de l'indépendance des colonies ou alors à la fin de l'esclavage. Elle a été héritée de famille en famille, donc de colon en colon, par des actions des multinationales et continue de générer d'énormes profits aujourd'hui. Tandis que les descendants des peuples exploités sont marginalisés économiquement, sont marginalisés socialement. Donc dire que l'esclavage ou la colonisation étaient des erreurs, c'est un pur mensonge. Et une fois de plus, c'est ce que j'expliquais, ça démontre la mentalité nauséabonde que ces gars ont. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est accuser les autres de leurs pensées, accuser les autres de leurs actions, accuser les autres de leur système. Dites-vous que toutes les accusations de ce mondain reviennent en réalité à ce que eux ils font aux autres. Mais parce qu'ils ont cette terreur-là, que ça leur soit rendu, ils accusent les autres de ce qu'ils font. Remarquez ça partout. Je dis bien dans tous les trucs de la vie quotidienne. Ils le font systématiquement et constamment. L'héritage de ces pratiques n'a pas disparu avec la fin officielle des empires ou encore après l'abolition. Il est partout autour de nous aujourd'hui. Invisible mais très puissant et présent. Psychologiquement, on a des générations de Noirs et de colonisés qui ont été soumis à des messages constants de dévalorisation, d'infériorité et à l'idée que leur culture n'avait pas de valeur, n'existait pas. Ce qui laisse des traumatismes transgénérationnels, manque de confiance, sentiment d'exclusion et surtout l'internalisation du racisme. C'est normal qu'on me maltraite, de toute façon, mes parents n'ont rien fait. Nos ancêtres n'ont rien fait. Voilà ce que les gars se disent aujourd'hui. Socialement, les structures mises en place par les colonisateurs ont créé des inégalités durables. Des villes, des routes construites pour extraire les ressources plutôt que pour favoriser le développement interne des populations. Les systèmes éducatifs orientés vers l'Occident. L'accès limité aux institutions de pouvoir. L'accès limité aux décisions sur votre propre avenir. Sur le plan du développement, on a beaucoup de pays africains, beaucoup de pays caribéens, sud-américains qui ont été délibérément maintenus en sous-développement pour pouvoir servir les économies coloniales. Et aujourd'hui encore, les richesses naturelles sont exploitées par les multinationales occidentales, ce qui reproduit le même cycle de dépendance économique. Psychologiquement et culturellement, la domination coloniale a imposé des standards occidentaux comme normes. Ce qu'ils trouvent normal, voilà, le monde devait le trouver normal. Donc ça influence encore à présent les médias, l'éducation, la mode et même la perception de soi dans les sociétés contemporaines. Les inégalités économiques, le racisme institutionnel, la marginalisation des cultures africaines et la sous-représentation dans la politique et les affaires sont autant de signes, autant de choses tangibles qui montrent que l'esclavage et la colonisation ne sont pas des événements du passé, mais des réalités historiques qui continuent de façonner le monde contemporain, le monde aujourd'hui, au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et souvent, sans que beaucoup de gens ne s'en rendent même compte. Bref. Lorsque quelqu'un comme lui dit que l'esclavage et la colonisation n'étaient qu'une erreur, en plus réparée, qu'ils reconnaissent, c'est comme si après vous avoir arraché tous vos membres, donc on vous coupe vos deux mains, vos deux pieds, la personne arrive et dit, bon désolé, je reconnais que c'était une erreur, et s'en va, je l'admets. Mais attends une seconde, tu dois faire repousser mes membres. Après des générations de familles massacrées, endoctrinées, torturées, vendues, violées, dépouillées de toutes leurs terres et de toutes leurs richesses, on arrive et on vous dit, voilà, on est désolé, maintenant tout est réglé, oubliez ça. On peut passer à autre chose. Or, vous aussi, vous êtes trop en train de penser au passé, c'est pas bon. Il faut avancer. Oui, c'est exactement ça. Prenez un moment pour imaginer. Vos grands-parents enchaînés, vos ancêtres déportés à travers les océans, vos villes, vos empires rasés, votre culture effacée. Et quelqu'un ose vous dire que ce n'était qu'un petit accident historique. Une erreur qui sera vite réparée si vous vous concentrez. C'est absurde. C'est insultant et c'est dangereux parce que cela nie la gravité des crimes commis et minimise les traumatismes encore vivants. Alors que les effets de tout ça se retrouvent encore dans la pauvreté, les inégalités, les discriminations, le sentiment d'injustice constant. Et ça perdure comme ça dans tout le monde noir et le monde post-colonial. Le pire parfois, j'anticipe, c'est quand ils nous servent l'excuse de la réparation. Comme si quelques gestes symboliques suffisaient à effacer des siècles de vols, de tortures, de meurtres et de destruction de sociétés entières. Non, ça n'efface pas ça. En plus, ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils ne veulent pas réparer, ils ne veulent pas payer. Les inégalités économiques entre l'Afrique et l'Europe, la domination culturelle, le racisme systémique dans le monde entier, tout ça, c'est le résultat de cette erreur. On a fait une erreur. C'est pour ça que j'insiste
avec les mots de Sankara. Vous allez répondre seul de votre malheur si vous vous faites des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent vous avoir libéré. Ils disent même qu'ils vous ont libéré alors qu'ils n'ont pas eu d'autre choix. Ce sont nos ancêtres qui se sont battus tellement qu'ils n'ont pas eu d'autre choix en fait. Donc on s'est libéré nous-mêmes. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Vous entendez, j'espère que c'est clair. Cette condescendance suspecte, et j'insiste encore là-dessus. Oh non, ils arrivent pour nous donner des leçons. Comprenons qu'ils font des mensonges volontaires. Et ils le font exprès pour pouvoir détourner la responsabilité. De toute façon, c'était votre faute. Un système maintenu pendant des siècles? Non. On n'appelle pas ça une erreur moderne. On n'appelle pas ça une erreur. C'est un crime planifié, avec des conséquences historiques durables. Alors, moderne, si tu nous regardes, tu peux bien rigoler, c'est amusant. Mais minimiser l'histoire à une erreur montre surtout que tu ne veux pas comprendre l'ampleur réelle du mal qui a été fait. Du mal qui est fait, même aujourd'hui. Et que tu cherches à détourner la conversation vers un pseudo-suprémacisme noir, fictif. Spoiler, ça ne tient pas la route. Mes fidèles savent très bien que la liberté n'est pas gratuite. Ils savent que l'arme de contrôle la plus puissante pour tous les oppresseurs, c'est ce qui se passe dans la tête des oppressés. Je viens de me rendre compte d'un truc. Tout le bavardage, si c'est sur un seul argument, on va s'en sortir. En tout cas, je vais essayer. Essayons d'aller vite. On passe au second argument. Mais surtout, quand on fouille un peu, on se rend compte que la base de la pensée afrocentriste, ça consiste en gros à considérer que les Européens ont systématiquement manipulé l'histoire en effaçant toutes les contributions des Noirs. Et cette paranoïa, elle est vraiment à la base de tout ce qu'on va voir dans cet iceberg. Parce que, qu'on soit bien clair, le but de l'afrocentrisme, c'est d'instrumentaliser l'histoire à des fins politiques et identitaires. D'ailleurs, tous les historiens qui se disent afrocentristes sont des militants politiques. Ils ne font pas de l'histoire, mais de la propagande. Et les thèses de ces pseudo-historiens, elles se sont massivement diffusées dans un mouvement qu'on appelle le panafricanisme. En gros, il se plaint que l'afrocentrisme repose sur l'idée que l'Europe manipule l'histoire. Moderne nous sert ici l'argument classique, parce que selon lui, l'afrocentricité, on corrige, vous comprenez? L'afrocentricité serait juste une manipulation de l'histoire, un outil politique pour faire du militantisme et diaboliser l'Occident. Mais arrêtons-nous un instant sur ce qui est vrai. Juste sur ce qui est vrai. L'histoire a été manipulée, vrai ou faux. On est d'accord que ce n'est pas un fantasme. Et encore moins un fantasme afrocentrique. C'est la vérité historique, point à la ligne. Pendant plus de 500 ans, les Européens ont systématiquement effacé ou alors minimisé les contributions des Africains et des peuples colonisés globalement à la civilisation. Civilisations comme le Mali, l'Empire Songhai, Tanetière, que vous appelez l'Égypte ancienne, le Royaume Congo et tant d'autres ont tout simplement été relégués au rang de tribus primitives ou alors d'inexistantes. Voilà, ça n'existait même pas. On est arrivé, les Africains étaient, on dirait qu'on était comme des cailloux figés. Et quand ils sont arrivés, on a pris vie. Voilà. En tout cas, parler de tribus primitives ou alors d'inexistantes a permis de justifier la déshumanisation, l'esclavage, le massacre et le pillage. Ce n'est pas une erreur une fois de plus. Ce n'était pas une maladresse d'historiens incompétents. Non. Une maladresse, c'est 5 ans de mauvaise politique étrangère. Voilà. Ça peut rapidement passer dans l'histoire. Mais ce que vous avez fait pendant 5 siècles, c'était une stratégie organisée, massive et surtout intergénération. Donc, ça se transmettait de génération à génération et ça se transmet toujours de génération à génération. La preuve, Moderne, n'est-ce pas? La preuve. Mais lis 2 minutes tes commentaires. La preuve. Et tout ça pourquoi? Pour rendre pour vous acceptable l'exploitation et toutes les horreurs que vous avez commis. L'exploitation humaine des individus. Oui. Donc, dans ce contexte, l'afrocentricité n'est pas de la propagande gratuite. C'est une démarche nécessaire. Il faut rétablir la vérité sur l'histoire. Rappeler aux Africains et aux descendants des peuples africains qu'ils avaient une histoire, une culture, des accomplissements et que c'est de tout ça dont ils ont été dépossédés. C'est important. On entend souvent dire « Ah, l'Afrique n'a pas d'histoire, ah, les Africains, oh là là, ils sont tellement sauvages, hein, ce sont les Européens qui les ont civilisés. » Ah bon? La ville de Kano, au nord du Nigeria, est l'une des plus anciennes cités de l'Afrique de l'Ouest avec une histoire qui remonte à plus de 1000 ans. Mais ce qui rend Kano particulièrement remarquable, c'est son réseau hydraulique construit pour gérer l'eau dans un environnement semi-aride où chaque goutte compte. Ah, les Africains n'ont pas d'histoire, oh là là, ce sont les Européens qui les ont civilisés. Ah bon?
parlons du Great Zimbabwe. Au cœur de l'actuel Zimbabwe, entre le 11e et le 15e siècle, un peuple africain a bâti l'une des plus grandes cités de pierre de l'Afrique. Et ce peuple, c'était les Shona. Une ville de plus de 700 hectares, des murs en granit de jusqu'à 11 mètres de haut, parfaitement empilés, sans mortier, sans ciment, sans clous. Ils ont voulu envahir la Nubie, alors elle a capturé la tête de leur empereur et l'a enterrée sous les marches d'un temple pour que son peuple marche dessus. Tu ne la verras jamais dans un manuel scolaire et pourtant la reine Amanirenas a humilié l'un des plus grands empires de l'histoire. Tu penses que l'architecture africaine se limite seulement aux huttes? Partie 2, l'architecture Hausa. On la trouve surtout au nord du Nigeria et au sud du Niger, dans les cités comme Kano, Zinder ou Katsina. Comme dans d'autres régions du Sahel, les bâtiments sont faits en banco, donc c'est un mélange de terre, d'eau et de paille. C'est écologique, c'est local et surtout c'est adapté à la chaleur, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Mais ce qui rend l'architecture Hausa unique, c'est vraiment l'attention portée à l'esthétique. Comme vous pouvez le voir, les murs y sont sculptés à la main, avec des motifs en relief, souvent géométriques, parfois culturels ou religieux, ou même marquer le statut social de la famille. Tu penses que l'architecture africaine se limite seulement aux huttes? Partie 3, l'architecture Swahili. L'architecture Swahili s'étend le long de la côte est de l'Afrique entre le Kenya, la Tanzanie et le Mozambique. Ce style unique est le fruit d'une longue histoire d'échanges commerciaux. Au cœur de cette architecture, on retrouve des techniques purement africaines, pensées pour le climat chaud et humide. Donc ça va être des murs épais pour garder la fraîcheur, des toits plats ou légèrement inclinés et des cours intérieurs qui apportent lumière et ventilation. Est-ce que tu savais que la première ambulance aux États-Unis a été créée par un groupe d'hommes noirs à Pittsburgh? Il s'appelait le Freedom House Ambulance Service. Le Freedom House Ambulance Service a été créé par des Afro-Américains, donc il était composé majoritairement de Noirs, mais ils ont aussi recruté quelques Blancs pour fournir des soins d'urgence là où aucun secours compétent n'existait. Avant eux, les secours étaient assurés par la police ou même les pompes funèbres, et ces ambulanciers entre guillemets n'avaient aucune formation médicale, donc leur rôle se limitait simplement à transporter les blessés, et tout cela sans soins appropriés. Le royaume du Bénin a construit la plus grande muraille du monde, plus grande que la grande muraille de Chine. Elle a été construite au XIIIe siècle, au cœur de l'actuel Nigeria, et c'est le très sérieux journal anglais The Guardian qui révèle cela. Il est écrit ici que, selon les récentes recherches archéologiques, on sait maintenant que Benin City était une des villes les mieux planifiées du monde, avec son agencement mathématique et ses terrassements plus longs que la muraille de Chine. C'est un véritable chef-d'œuvre d'architecture au cœur du royaume du Bénin. Rendez-vous compte, 16 000 km de murs et de fossés, plus de 6 500 km² de surface protégée avec plus de 500 villes interconnectées. C'est une des plus grandes constructions humaines de toute l'histoire. D'ailleurs, le fameux livre Guinness des records a qualifié cette muraille de plus grands travaux de terrassement jamais construits par l'homme. Elle a nécessité 100 fois plus de matériaux que la pyramide de Khéops, et tout ça sans machine, bien sûr, juste avec le savoir-faire et la technologie des bâtisseurs de l'époque. Le plan de la ville de Benin City et ses murailles étaient inspirés de schémas mathématiques fractals, c'est dire l'avancée scientifique de cet empire du Bénin. Bien évidemment que l'afrocentricité a une dimension identitaire et politique, mais c'est une réponse à 500 ans de mensonges et d'oppression systémique. Ce n'est pas une volonté de vengeance, ce n'est pas une volonté de manipulation pour le plaisir. Dire que l'afrocentricité est un simple outil militaire, c'est comme dire que se battre pour réparer un vol de plusieurs générations est une exagération. On ne doit pas exagérer. Ce n'est pas exagéré, c'est juste légitime et nécessaire. À partir de maintenant, je vais essayer de parler très calmement. Si quelqu'un ose encore parler de mythe ou de propagande, il suffit de rappeler à cette personne que effacer l'histoire des Noirs est un crime planifié et institutionnalisé sur des siècles pour permettre aux Européens de justifier toutes les horreurs qu'ils commettent. L'afrocentricité, c'est juste le miroir de cette vérité qu'on essaie de cacher. Qu'ils essayent de cacher. Ils essaient de nous cacher ça à nous. On passe à l'argument 3. À ce niveau, Modin se lance dans un festival de clichés pour pouvoir essayer de discréditer l'afrocentricité. Et franchement, ça mérite qu'on décortique tout ça. D'abord, il commence par citer Maître Gims et ses affirmations sur l'Égypte ancienne. On en a entendu parler pendant une période. Tout le monde a déjà vu cet extrait. L'Afrique, c'est Wakanda. C'est le futur normalement chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent.
un discours qu'on a du mal à prendre au sérieux et qui a plutôt tendance à faire rire plutôt qu'autre chose. Pourtant, ce discours, il dissimule beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre tout en haut de cet iceberg. Ce que nous dit Maître Gims, c'est que la civilisation égyptienne aurait été une civilisation noire pleine de technologies oubliées et que le tout aurait été volontairement dissimulé par les historiens blancs. Cet extrait de Maître Gims, c'est une synthèse des théories afrocentristes et elle a été débunkée dans tous les sens par énormément de monde. Le truc, c'est que dans la tête des afrocentristes les plus radicaux, quand un historien blanc débunk les conneries de Maître Gims, ça fait toujours partie du complot. Les historiens connaissent la vérité, mais ils se sont mis d'accord pour la dissimuler. Une vérité qui implique la supériorité du peuple noir. Que cette théorie relève de l'exagération ou pas, ce n'est pas le sujet. Parce qu'il faut comprendre pourquoi ce genre de sujet émerge. L'histoire africaine a été systématiquement minimisée ou alors effacée volontairement par les historiens occidentaux. Et comprenez que ce genre d'affirmation, même exagérée, ce n'est pas le sujet une fois de plus, est une réaction face à des siècles de silence et de vol culturel. Ce n'est pas une sorte de complot qu'on fait par plaisir parce qu'on est des blagueurs sur 4chan. C'est une tentative de récupérer une dignité perdue. Ensuite, le rap et surtout le projet 1619. Et j'appelle ça 1619. Beaucoup de rappeurs américains propagent des théories afrocentristes. En fait, c'est même un sujet d'étude assez récurrent chez les universitaires noirs américains, comme dans cet article de 2002, les manifestations de l'afrocentricité dans la musique rap. Le magazine Hot New Hip Hop, dans le cadre du Black History Month aux USA, a même fait un top 10 des albums les plus afrocentriques. C'est vous dire si la chose est assumée et revendiquée. D'ailleurs, j'aimerais vous parler d'un autre truc. Le projet 1619. Un projet initié par le New York Times qui cherche à déformer l'histoire américaine, faisant de l'esclavage l'origine des États-Unis d'Amérique, en minimisant totalement tous les autres éléments de l'histoire américaine. Alors évidemment, ces interprétations ont été totalement contestées par les experts, parce que c'est une vision sans nuance et extrêmement réductrice. Bref, c'est un pur travail de propagande, mais qui a quand même eu un impact énorme et qui est toujours utilisé comme une référence par de nombreux militants. Oui, certains artistes représentent l'histoire sous un angle engagé, mais dénoncer que l'esclavage a fondé l'économie américaine ou alors que la colonisation a façonné l'Occident, ce n'est pas une haine gratuite. Ce n'est même pas la haine du tout. C'est simplement la vérité. Vous n'aimez pas la vérité. Ah, je comprends. C'est pour ça que vous avez l'habitude de modifier l'histoire. Tout s'explique. Normal. C'est ça votre problème. Même en prétendant dénoncer un certain nombre de trucs, tu nous prouves en fait à quel point tu n'aimes pas l'histoire. Et donc, tu nous prouves à quel point vous êtes prompt à modifier cette histoire-là parce que ça ne vous plaît pas. Or, les faits sont là. Les États-Unis se sont intégralement développés et à 100% développés grâce à l'esclavage. Et cette histoire a été largement ignorée par les manuels scolaires. C'est pour ça peut-être que vous êtes troublés de savoir que cette vérité vous est crachée à la gueule aujourd'hui. Dire que l'esclavage est à l'origine des États-Unis, ce n'est pas de la propagande. C'est reconnaître l'histoire réelle. Historiquement, cet axe a été la base économique sur laquelle se sont construits tous les États-Unis. Dès le XVIIe siècle, les plantations de tabac puis de coton dans le sud, ont généré avec d'autres des profits colossaux grâce au travail forcé des individus africains, des Noirs africains. Ces richesses n'ont pas seulement servi les propriétaires de plantations, elles ont alimenté tout le système économique américain. C'est-à-dire le commerce maritime, les banques, les assurances, les marchés de biens et de main-d'œuvre, et même le développement industriel dans le Nord, financé exactement par la même chose. En quoi est-ce que c'est un mensonge ça? Mais sors-moi des faits historiques qui me prouvent le contraire. Le coton du Sud alimentait les filiatures textiles de New England, ce qui a créé un lien direct entre l'esclavage et l'industrialisation. Ce n'est qu'un exemple que je te prends sur des centaines. Les bénéfices accumulés ont permis de construire les infrastructures, de financer les institutions et de constituer un capital qui allait devenir la colonne vertébrale du pays. Quand on parle de colonne vertébrale, c'est ce qui te permet d'être debout. Je sais que l'éducation et vous, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que je fais un effort. Même dans les parallèles et les exemples que je prends, je me sens obligé de vous expliquer. La colonne vertébrale, c'est ce truc-là qui littéralement permet de porter ton corps. Même sociologiquement, c'est l'esclavage qui façonne la société américaine. Il a imposé une hiérarchie raciale rigide, où les Blancs détenaient le pouvoir politique, économique et social, et où les Noirs étaient déshumanisés pour justifier l'exploitation. Toute cette structure a perduré après l'abolition sous forme de ségrégation, les lois Jim Crow, et de discrimination systémique, créant des inégalités structurelles. Jusqu'à présent,
ça se voit. L'esclavage a simplement changé de nom, comme quand l'extrême droite s'est fait appeler la droite alternative. Et comme si ça suffisait pas, ces formidables nouveaux propriétaires de plantations ont construit un pipeline qui envoie les enfants de couleur depuis l'école jusqu'à la prison en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf. Les plus chanceux d'entre eux pourront quitter l'école pour aller à la NFL, où les pauvres on ne les laisse même plus s'agenouiller. On les conditionne dès la naissance à vivre avec de la merde comme seul choix de nourriture, de l'eau contaminée, des fusillades à tout va, de la violence policière et traumatisme après traumatisme après traumatisme pour les séquelles. Il n'y a aucune prise en charge. Pour une disparition, pas d'alerte enlèvement. Ils sont seuls, vulnérables. Le monde part du principe que les blancs sont naturellement bons. Quand l'un d'eux fait quelque chose de mal, ils disent que ça doit être quelqu'un de bien qui a mal agi. Et le monde part du principe que les noirs sont naturellement mauvais. Donc quand l'un d'eux fait quelque chose de bien, on dit que ce n'est qu'une question de temps avant que cet animal ne se révèle au grand jour et ne nous montre enfin son vrai visage. Combien de temps pouvons-nous encore laisser faire ça, à votre avis? L'idée que les États-Unis sont nés sur les principes de liberté et de démocratie, c'est complètement faux. C'est construit sur l'idéologie. C'est tout faux. Parce que cette liberté n'était réservée qu'aux Blancs. Tandis que l'économie du pays reposait et repose toujours sur la servitude, le vol des vies humaines. Donc, si c'est faux ce que je dis, prouve-nous le contraire par argumentation historique. Je veux des preuves. Je veux que tu nous expliques comment est-ce que tu peux nier ce fait historique. Prouve-nous le contraire. Ce n'est que ça qu'on attend. Parce qu'en résumé, dire que l'esclavage a fondé les États-Unis, ce n'est pas une haine anti-blanche ou de la propagande. C'est reconnaître un fait historique et sociologique incontournable. Parce que jusqu'à présent, ça se voit. Quelle est la population la plus nombreuse dans les prisons? Pourquoi est-ce que cette population va aussi facilement dans les prisons? Pour le même crime, comment sont traités les uns par rapport aux autres? Et si vous pensez que la prison aux États-Unis, c'est un endroit où vous êtes tranquillement assis et puis ça va, c'est faux. Les prisons sont des machines industrielles. Vous n'imaginez pas la quantité de travail qu'il y a en prison. Mais là, ça permet de justifier ou alors de faciliter le fait que les gens travaillent gratuitement. Donc les prisons sont des plantations à ciel ouvert. Exactement le même principe. Pour un rien. Vous entendez même parfois les peines annoncées aux États-Unis. Pour un rien. Une affaire de rien du tout. 3 ans de prison, 4 ans de prison, 5 ans de prison. Dès que c'est un peu grave, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 25 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de constamment alimenter cette machine industrielle de la même manière qu'ils ont alimenté leur économie depuis le début. Ce n'est jamais terminé. Et ne faites pas comme si vous ne le savez pas. C'est largement documenté aujourd'hui. Surtout pour une personne qui prétend avoir fait une enquête approfondie. Sans l'esclavage, les États-Unis auraient eu un développement économique, social et industriel radicalement différent. C'est pour ça que les projets 16-19 et les différents rappels dans le rap et dans la culture populaire ne cherchent pas à dénigrer l'Occident par haine, mais à rendre visible une vérité longtemps ignorée. Le capital, la prospérité et les institutions américaines modernes ont été construites sur le dos des esclaves africains. Admettez-le. Voilà. Maintenant pour le blackwashing. Le blackwashing. Une pratique qui consiste à modifier l'ethnie d'un personnage, en général en remplaçant les personnages blancs par des noirs, dans le but avoué de promouvoir l'inclusion et la diversité, quitte à parfois dénaturer, trahir, voire créer des incohérences avec l'œuvre originale. Ça peut être des personnages de mythe ou de fiction, comme dans La Petite Sirène de Disney, Achille dans la série Netflix sur 3, un chevalier de la table ronde remplacé par un acteur noir dans la série Legend of the Sword, ou encore des Trois Mousquetaires dans Toutes pour une, un film subventionné à hauteur de plusieurs millions d'euros qui a fait un bid monumental. Mais le blackwashing concerne aussi des figures historiques comme Anne Boleyn dans la série Netflix du même nom, Cléopâtre, jouée par Jada Pinkett Smith, ou encore Éléanore d'Aquitaine. Il faut rappeler que transformer l'ethnie d'un personnage dans la fiction n'efface pas l'histoire. C'est simplement une réparation symbolique et inclusive dans une culture longtemps blancho-centrée. Je vais dire ça comme ça. Nous modifier une Cléopâtre, la petite sirène ou tout ce que tu as cité là, ça permet simplement de représenter des identités longtemps marginalisées, pas de réécrire le passé réel. Au sujet des 4 mousquetaires ou des 3 mousquetaires, c'est pas parce qu'un personnage a été remplacé par une noire que ça a bidé. C'est pas du tout pour ça. C'est simplement parce que cette féminisation de tous ces personnages n'a pas été intéressante. Cette moralisation continue des téléspectateurs, ceux qui payent les tickets d'entrée, ça n'a pas été intéressant pour eux. Parce qu'il y a un truc que les cinémas oublient, ils n'y pensent pas forcément, c'est qu'il y a beaucoup de femmes dans leur marché qui ne vont au cinéma parce qu'elles sont accompagnées d'hommes. Ce sont des rendez-vous, ce sont des invitations, bref, des trucs de ce genre-là. Mais globalement, c'est l'homme qui paye. Ça veut dire qu'à un moment donné, si la personne qui paye, tu passes ton temps à l'insulter, il est fatigué, il ne veut pas voir ça. Je ne vais pas payer pour me faire insulter, sauf si ça ne va pas dans ma tête. C'est pour ça que ce film-là bide, ainsi que Blanche-Neige et j'en passe. Ce n'est absolument pas parce que ces personnages-là avaient pour toi
été changé par des personnes que tu ne voulais pas. C'est pas ça la raison. D'ailleurs, si on doit parler de changement de culture des personnages, vous êtes expert dans ça. Vous êtes expert dans ça. Vous changez la culture de tout le monde, tout le temps. Vous n'avez aucun problème à parler toujours de non, c'est une vision artistique quand c'est un blanc qui remplace des personnages d'autres ethnies. Non, là vraiment ça va. Oh bon, c'est bon enfant, il n'y a pas de souci. Oh. Non, là-bas, il n'y a pas de souci, non? Mais dans l'inverse, chouiner, pleurer, râler. Mais n'allez pas voir. De toute façon, c'est vous qui contrôlez l'industrie. Ça va être modifié. De toute façon, c'est le consommateur qui décide au final. Parce que là, j'ai constaté un phénomène. La montée fulgurante de la popularité, par exemple, du cinéma asiatique, coréen, chinois. Ce n'est pas tant parce qu'ils racontent des meilleures histoires ou des histoires d'une meilleure manière, non. C'est parce que quelque part, on était fatigué de voir l'Occident à la télé. À un moment, tu dis, il n'y a pas d'autres gens qu'on peut voir là. Une dynamique différente, oui, mieux. Oui, magnifique drama coréen, on prend. Voilà la véritable raison. Donc, à un moment donné, le marché va se rééquilibrer. L'afrofuturisme. Ce terme, il a été utilisé pour la première fois au début des années 90 par un certain Mark Derry dans son essai Black to the Future. Et Mark Derry, c'est lui. L'idée, c'est globalement de mélanger différentes esthétiques issues de culture noire à de la science-fiction. C'est un courant qui s'exprime aussi bien en littérature qu'en musique, en art plastique, en cinéma ou même en mode. Ce qui revient le plus souvent, c'est la vision d'un passé alternatif, où les Noirs occuperaient une place centrale et où l'Afrique serait extrêmement riche et puissante. Le terme a d'ailleurs été popularisé en 2018, suite à la sortie des films Black Panther de chez Marvel, des films qui se déroulent au Wakanda, une nation africaine fictive très avancée technologiquement. Et le Wakanda, il a été imaginé par un certain Stan Lee, c'est lui, et le dessinateur Jack Kirby, c'est lui. Pourtant, le Wakanda, c'est devenu pour certains un véritable symbole identitaire. Le 21 mars 2018, Rokhaya Diallo dira d'ailleurs lors d'un discours aux Nations Unies sur la liberté d'expression des minorités, ceci. Je vous avoue que j'ai même le sentiment de participer à l'Assemblée constituante du Wakanda, c'est tellement merveilleux. Le Wakanda, c'est vraiment la représentation du fantasme de ce que l'Afrique serait devenue si elle n'avait pas été colonisée. Quant à l'afrofuturisme et Wakanda, c'est exactement ça. Un rêve. Un rêve, une réinvention symbolique de ce qu'aurait pu être l'Afrique si la colonisation ne l'avait pas pillée, torturée et massacrée. Personne ne dit que c'est l'histoire. À un moment donné, là, vous avez entendu que Wakanda, c'est l'histoire. Le fait qu'il y ait des symboles comme ce geste-ci que l'on a vu se manifester, c'est normal. Parce qu'il y a au moins une référence culturelle. Lorsque les gens se saluent d'une manière ou d'une autre manière, en fonction de ce qu'ils ont vu, les salutations de M. Spock dans Star Wars, là, ça ne dérange personne. Laissez les gens s'inspirer de Wakanda pour façonner aussi leur quotidien. En quoi est-ce que ça vous dérange, en fait ? C'est une fiction, non? Le souci est où? C'est simplement une manière créative et nécessaire de réhabiliter l'imaginaire noir et de montrer la puissance. La science et la culture noire, ça montre que ça peut exister, ça peut inspirer et ça peut faire des trucs intéressants. Le pire même dans tout ça, c'est que Black Panther a été mal fait. Ça a été mal fait. Il y a beaucoup de choses qui manquent à cette œuvre pour que ça ressemble à un truc africain crédible. Il y a même une analyse de près de 40 minutes qu'on a déjà fait dessus. La vidéo est là depuis des mois, on n'a juste pas encore publié parce que j'attends de créer la chaîne où on va traiter ce genre de sujet. Mais vous allez comprendre que le fantasme Black Panther, à bien des égards, nous a toujours montré la société occidentale, mais simplement avec des noirs à la place des personnages blancs. Mais malgré tout, c'est un très beau travail. J'ai adoré la scénographie. J'ai adoré la parure des acteurs et actrices. C'était magnifique à souhait. Donc, si ça permet de réveiller l'imaginaire noir, fonçons. En quoi est-ce que ça vous concerne? Ça vous dérange que notre imaginaire soit réveillé? J'aimerais vous parler des Black Studies. Né dans les années 1960, dans le contexte des mouvements pour les droits civiques, c'est un champ universitaire qui se concentre sur l'histoire, la culture et les contributions des Noirs dans l'histoire. Le but de ces studies est officiellement de promouvoir la justice sociale et valoriser la voix des personnes noires. Et encore une fois, on peut se poser la question ici de savoir si la démarche est scientifique ou politique. Alors, juste une précision ici, les Black Studies ne sont pas forcément afrocentristes, mais ça reste un des lieux privilégiés pour la diffusion de ces théories, comme on le verra plus loin dans cet iceberg. Science Must Fall. L'extrait que je vais vous passer, vous l'avez forcément déjà vu. C'est un extrait qui a 8 ans et qui vient de la chaîne YouTube d'une université d'Afrique du Sud. Et pour beaucoup, ça a été un énorme choc. Science as a whole
is a product of Western modernity, and the whole thing should be scratched off, especially in Africa. So if you want practical solutions to how to decolonize science, we'd have to restart science. Cet extrait-là, c'est la représentation même des dérives de l'afrocentrisme. L'afrocentrisme part toujours de la même paranoïa. Si les Blancs l'ont inventé, il ne faut pas faire confiance. Donc si les Blancs ont inventé la science, alors la science est un mensonge. Au sujet des Black Studies, oui, il y a parfois un mélange sciences sociales et engagement politique. Mais c'est une tradition académique légitime une fois de plus. Parce que ça permet de corriger les biais et de valoriser des perspectives invisibilisées, effacées ou rejetées dans les disciplines classiques. Ça ne veut absolument pas dire que tout à l'intérieur, ce n'est que dogme ou alors propagande. Et enfin, comprenez que la prétendue remise en question de la science occidentale n'est pas un rejet irrationnel. C'est un rappel à la vigilance critique. Un rappel que la science et l'histoire ont toujours été utilisées pour pouvoir justifier un certain nombre de choses comme le racisme et l'esclavage. Le truc n'est pas de dire que si les Blancs l'ont inventé, ce que c'est faux. C'est plutôt de dire il faut vérifier et comprendre le contexte social et politique derrière chaque découverte et chaque récit que les Blancs font. Est-ce que tu comprends la différence? En résumé, tout ce que Modène décrit comme la propagande ou théorie folle, c'est simplement une réponse légitime à des siècles d'effacement, de manipulation et d'injustice. Ce n'est pas une question de haine ou alors de vengeance. C'est une réappropriation culturelle et historique nécessaire pour rétablir un peu de vérité et d'équité et d'équilibre dans un monde où les Noirs ont été dépossédés de leur passé et de leur futur. Est-ce qu'il comprendra ça? En tout cas, j'espère que vous le comprenez. Et donc, c'est normal. Et donc, continuons. Quatrième argument. Modène Crétin nous sort la grosse artillerie. Carte déformée, Diop, kémitisme. Encore une fois. La théorie des cartes du monde déformées. Et ça, c'est peut-être une de mes théories préférées. C'est l'idée selon laquelle les cartes du monde auraient été délibérément déformées par les colonisateurs pour minimiser la taille du continent africain et cacher son importance géopolitique. Alors si vous pensez que j'exagère, regardez cette vidéo d'un compte TikTok du nom de Culture Dorée. Tu dois comprendre que la carte du monde à laquelle tu es exposé depuis ta tendre enfance n'est qu'un énième outil colonial qui nourrit la suprématie blanche et bien sûr le white saviorism dans ta tête. Or, évidemment, cette distorsion, elle est due au fait qu'une carte, c'est la représentation en 2D d'une sphère, donc d'un objet en 3D. C'est ce qu'on appelle la projection de Mercator. Mais pour certains militants, tout doit passer par le filtre de la pensée décoloniale. Une pensée paranoïaque qui fait d'à peu près tout et n'importe quoi des outils de la suprématie blanche. Regardez cette carte. Elle permet de voir les différents pays à taille réelle. Le colloque du Caire de 1974 de l'UNESCO. C'était un colloque qui s'inscrivait dans le cadre de la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique. Et il s'est déroulé autour des thèses d'un certain Théophile Obenga et surtout de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est donc un historien, un anthropologue, un physicien et un homme politique sénégalais. Et pourtant, sa grande thèse, c'est de dire que l'Égypte était une civilisation noire. Et tout est là. Ça, c'est vraiment le centre de toutes les théories afrocentristes. C'est la base de tout le reste. Enfin, ça et le fait que les historiens blancs auraient comploté en secret pour falsifier l'histoire et dissimuler cette vérité. Ce qui fait que du coup, toute l'histoire est à réécrire. Et cette thèse de Cheikh Anta Diop, elle va avoir un écho monumental. Ce que Cheikh Anta Diop a cherché à prouver, c'est littéralement la supériorité des Noirs. Selon lui, le monde entier devrait absolument tout aux Noirs. Mais le problème, c'est que la recherche a beaucoup avancé. Et depuis, les thèses de Cheikh Anta Diop ont été réduites en miettes. Ce colloque, il a plus de 50 ans. Or, depuis, grâce aux recherches sur l'ADN et le génome, on a pu démontrer que ces théories étaient tout simplement fausses. Bref, vous l'aurez compris, les théories de Cheikh Anta Diop sont totalement foireuses et pourtant, elles vont avoir une influence phénoménale, et notamment sur l'apparition d'une nouvelle religion dans les années 70, le kémitisme. Le kémitisme, c'est à la fois un mouvement identitaire et une religion néo-païenne, une sorte de revival d'une religion égyptienne largement fantasmée
dont le symbole est la croix en C. C'est une pseudo-religion qui semble piocher un peu partout dans les religions monothéistes, la religion égyptienne, le vaudou et différents paganismes, en plus des religions traditionnelles africaines. C'est vraiment un énorme fourre-tout. Il y a des kémites chrétiens, des kémites musulmans, mais il y a aussi toute une branche du kémitisme qui cherche à rejeter l'influence de l'islam et du christianisme parce qu'ils considèrent que ces religions ont été importées sur le continent africain. Or, ce qu'ils recherchent avec le kémitisme, c'est justement quelque chose de purement africain, de souche africaine. Une religion qui pourrait unir les Noirs et n'appartenir qu'à eux. Le kémitisme, c'est l'application concrète des théories de Cheikh Anta Diop. Accrochez-vous, on va aller d'un coup. Commençons par parler de la projection de Mercator, la carte. Celle que certains veulent faire passer pour simple erreur géométrique ou simple nécessité. Oui, techniquement, Mercator transformait une sphère en truc plat pour pouvoir faciliter la navigation maritime. C'est un fait. Mais voilà le problème, c'est que cette vision du monde a été maintenue volontairement pendant des siècles, sans jamais être remise en question par les cartographes ou encore les historiens. L'erreur. Jusqu'aux revendications afrocentriques modernes, ils n'avaient même pas pensé à en parler. Pourquoi? Parce que cette carte-là minimise systématiquement l'Afrique et exagère l'Europe, donnant l'impression que ce bout de terre est gigantesque et puissant, et que l'Afrique est petite et donc forcément insignifiante. Lorsqu'on dit que vous avez des terres immenses et gigantesques, c'est-à-dire, je me rappelle d'une scène dans Game of Thrones où on était en train de présenter, je ne sais plus à qui, les terres du Nord. Et ils étaient sur une montagne et il a dit que tout ce que tu vois à perte de vue, c'est le Nord. Et au-delà, la fierté que le personnage a ressentie. La même chose avec Mufasa, quand il présente à Simba les terres qu'il dirige. La fierté que Simba ressent. C'est ça le truc. Lorsqu'on te dit, mon ami, ton pays est grand, ton pays est vaste, ton pays est gigantesque. Tu es en mode, waouh, on doit tout faire pour protéger ça. On doit avoir des enfants. On doit peupler chaque centimètre de cette terre. N'est-ce pas, non? Mais si on vous fait comprendre que voilà, c'est petit et puis c'est tout, ça change en fait la perception. Donc, dites-vous que ces affaires de cartes-là, c'est exactement ce qu'il fallait pour pouvoir justifier l'impérialisme et le colonialisme. Donc, le pillage. En gros, c'est si les gens croient que l'Afrique est un petit coin perdu, ils ne se posent pas de questions quand on la colonise, quand on l'exploite. Non, ils ne se posent pas de questions. De toute façon, c'est un petit coin de terre perdu. Cette carte n'était donc pas neutre. Elle a servi de support visuel à une idéologie de suprématie européenne. Et c'est exactement pour ça que le monde noir a raison de remettre en question cette carte. Ce n'est pas juste pour dire que l'Afrique est plus grande que ça. Non. C'est pour réaffirmer l'importance du continent, le rôle central du continent, montrer que ces représentations ont été politiquement manipulées et corrigées dans un biais historique qui dure depuis des siècles. D'ailleurs, regardez la Chine. La Chine utilise souvent d'autres projections pour ses cartes, n'est-ce pas, non? Et ils n'hésitent pas à réajuster la représentation de ces cartes-là pour montrer l'importance de son territoire et son influence. C'est la même chose. Ils le font simplement parce que la cartographie est aussi un outil de pouvoir et de perception. Alors, quand les afro-descendants réinterprètent et corrigent leurs cartes, ce n'est pas de la paranoïa. C'est une action légitime pour rétablir la vérité et contester les anciens récits qui servaient à justifier l'exploitation. Ensuite, le colloque de l'UNESCO, le colloque du Caire. Déjà, il faudrait très bien comprendre que Cheikh Anta Diop n'est pas ton ami. Parce que tu en parles comme si vous avez fait les bancs ensemble. Ce n'est pas ton ami. Soyez respectueux. Diop avait dit quelque chose de vrai et de radical que vous n'avez jamais voulu accepter. D'ailleurs, ça fait partie d'un certain nombre d'éléments que vous cherchez activement à effacer. Ce que vous appelez l'Égypte antique était noir. Et nous, on appelait ça Tanétière. Et là, les critiques, vous tous là, vous hurlez que sa thèse a été réduite en miettes. J'aimerais bien savoir où. Et vous dites même réduite en miettes par la génétique moderne. Moi, j'ai l'exact opposé des recherches. Je ne sais pas où vous avez pris les vôtres. Parce que la génétique actuelle montre que Diop avait raison totalement et à tous les niveaux. Donc, j'aimerais bien que tu me sortes en fait les tiens de documents. Là, on va comparer. Mais une fois de plus, ce n'est même pas ça la question. Personne ne peut effacer totalement l'histoire des Africains. Personne ne peut effacer le fait que c'est l'Afrique qui a inventé l'écriture, les mathématiques, l'astronomie et tant d'autres innovations longtemps attribuées aux Européens par ignorance ou surtout par volonté. Personne ne peut effacer aux Africains qu'ils ont inventé l'architecture et que l'architecture africaine est aujourd'hui en train d'être présentée comme étant ce qu'il fallait faire depuis le début. Par exemple, construire en terre cuite. Aujourd'hui, c'est présenté comme étant des innovations. La donne climatique change absolument la manière dont on peut envisager de construire d'ici la fin du siècle. Dans cette réflexion sur l'habitat, la terre et la fibre végétale ont fait un retour en force. De plus en plus d'architectes à travers le monde en sont adeptes.
C'est le cas du Chilien Marcelo Cortés, venu expliquer sa manière de travailler, une piste de réflexion pour Mayotte. On avait envie et besoin d'avoir ces éclairages sur quelles sont les possibilités d'utilisation de la terre dans notre île de Mayotte, et notamment avec des contraintes sismiques, cycloniques, et aussi pour renverser un petit peu la perception des habitants de notre île, comme quoi la terre serait un matériau du passé. Donc, le principe, il est juste. L'histoire africaine a été volontairement marginalisée, réduite à des théories impossibles à confirmer. C'est comme dire qu'un voleur qui vous a vidé votre maison n'a jamais existé parce que vous n'avez pas vu ses empreintes. C'est ridicule. Et puis, le fameux kémitisme. Le kémitisme, une fois de plus, ça n'existe pas. Les ismes là, ça n'existe pas. Chez nous en tout cas. Ils présentent ça comme une religion néo-païenne. Même si c'était vrai, votre problème est où? Non, je suis très sérieux. Où est votre problème? Donc toi qui dis que l'eurocentrisme était une erreur, tu viens encore de faire des jugements eurocentriques. Parce que toi tu ne comprends pas. Parce que tu juges cette culture là par rapport à ta culture. Et c'était une erreur. En fait, tu viens exactement de faire ce qui vous est reproché. Parce que moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu en parles comme si c'était quelque chose de mauvais. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la même religion que vous? Même la religion est une invention fictive, non? Et il y a plein de religions qui sortent des œuvres fantaisistes. Le problème est où? Il y a des gens qui inventent des religions ici chaque jour. Oui, vous ne savez pas, hein? Il existe des exemples fascinants, moi ça m'a toujours fasciné, où des religions inventées dans des livres, dans des films ou dans des jeux vidéo ont été adoptées et pratiquées par de vraies personnes dans la vie réelle. Hein. Il y a par exemple Church of All World, issu du roman Stranger in a Strange Land de 1961 de Robert Heinlein. Oui, il y a des gens qui pratiquent ça. Il y a certains de leurs lecteurs qui ont fondé une vraie religion néo-païenne dans les années 1970 aux États-Unis avec des rituels communautaires et des pratiques spirituelles centrées sur la nature et le respect de la vie. Ils ont vraiment fait ça. Il y a le Jedi, hein? Ça vient de Star Wars, une œuvre de George Lucas qui date de 1977. Le judaïsme a été adopté par des milliers de personnes comme croyance spirituelle réelle, avec des principes moraux et éthiques inspirés par les films. Certains se déclarent même de cette religion officiellement dans les recensements, hein, notamment au Royaume-Uni et au Canada. Aux États-Unis aussi. Et il y a le culte de Cthulhu, hein, inspiré de Lovecraft. C'est de la littérature d'horreur qui date des années 1920-1930. Et il y a des milliers de personnes qui adoptent Cthulhu, ou alors les grands anciens comme figure de médiation ou de symbolisme religieux, parfois dans des cadres de rites très sérieux. Donc, comprendre d'abord que la religion est une création humaine. Voilà. C'est pour ça que le kémitisme n'existe pas. On est kamite. Et être kamite, c'est une spiritualité, c'est une identité. Et une fois de plus, tu es en train de diviser le monde selon votre culture parce que tu es incapable de comprendre les nuances ailleurs. La spiritualité kamite, c'est avant tout une identité, comme j'expliquais, et une démarche spirituelle et philosophique. Ce n'est pas une religion organisée avec des dogmes stricts, des prêtres zélés et des interdits absurdes. Elle s'inscrit dans la reconstruction identitaire des Africains et des Afro-descendants qui ont subi des siècles de violence, de pillage et d'endoctrinement via le christianisme et l'islam et plein d'autres trucs. Oui, toutes ces religions ont été largement utilisées pour pouvoir justifier tout ce qu'on a subi, non? Le colonialisme, la dépossession culturelle et j'en passe. La dépossession humaine même. Alors demandez aujourd'hui à quelqu'un qui cherche à se retrouver, à retrouver ses racines, sa dignité, de rester dans ces systèmes, dans ces religions. C'est un peu comme dire à la victime d'un gars qui est venu massacrer sa famille, lui faire tout le mal du monde, qu'ils doivent dormir ensemble, qu'il doit dormir avec la personne qui a commis toutes ces atrocités. Jamais de la vie vous n'accepteriez ça. Que la personne qui a massacré votre famille dort avec vous. Mais c'est exactement le même parallèle que vous devez faire. Ramenez les choses à leur plus simple conception. Vous vous rendrez rapidement compte de l'absurdité de tout ça. La spiritualité kamite permet de reconnecter avec l'histoire, les valeurs et les pratiques des anciens Africains qui ont bâti des civilisations comme Tanetière. Ce que vous appelez faussement l'Égypte antique. Ça permet de se reconnecter aux pratiques spirituelles des ancêtres. Nos ancêtres des royaumes Mali, Congo, Zimbabwe, sans que quelqu'un ne te dise que tu dois croire comme ça, venu de nulle part, à des interdits ou à des principes imposés par des colonisateurs. En termes d'image mentale, c'est un peu comme de prendre un vieux livre de famille, mais cette fois-ci en lisant toutes les pages. Pas seulement celle qui arrange ton voisin blanc qui a écrit tout pour te rabaisser. On peut y retrouver des notions d'équilibre, de respect de la nature, d'harmonie avec les ancêtres et même de pratiques rituelles inspirées de l'histoire africaine, tout en restant libre et
critique, sans dogme oppressif. Vous avez déjà entendu qu'un kamite a tué une personne parce que cette personne n'était pas kamite? Prenons un exemple concret. Si un noir souhaite célébrer le solstice avec un rituel inspiré de Tanetière, du Congo ou du Vodun, ce n'est pas de la superstition ridicule. C'est une manière de réaffirmer son identité, sa mémoire et son héritage. Parce que si on doit parler de rituels ridicules, l'Occident en a une pléthore. Si c'était simplement des superstitions ridicules, vous n'aurez pas été dérangé qu'on le fasse. On est d'accord, non? Donc, après des siècles de christianisme colonial ou alors d'islamisation forcée, on a un terrible travail de reconstruction à faire. Et si en chemin, il y a des gens qui se sentent proches des valeurs d'une des religions abrahamiques, christianisme ou islam, libre à eux. Mais personne ne peut plus nous obliger à garder des croyances qui ont servi à nous opprimer. Intégrez bien ça dans vos esprits. C'est même pas pourquoi ça vous dérange. C'est ça, la force de la légitimité et de la spiritualité kamite. Elle est libératrice, identitaire et profondément humaine. Donc, en résumé, tout ce qu'on nous vend comme théorie folle, théorie du complot et de pseudo-propagande révèle en fait d'une interprétation paranoïaque ou d'une volonté de ridiculiser la réappropriation historique et culturelle des Africains. Les cartes qu'on nous présente aujourd'hui sont fausses. Diop n'a pas été réduit en miettes. La spiritualité kamite n'a de compte à rendre à personne. Et tout ça, moderne crétin, ce n'est pas de la propagande, c'est de la résistance intellectuelle et culturelle. Intègre ça. À ce niveau, on arrive dans la section, on va complètement halluciner de moderne. Parce qu'il avait fait une hiérarchie. Il parle de Yacoub, le même Wiwakanks, de manière magique, de cheveux qui captent des signaux cosmiques et de Black New World Order. Autant dire que si vous cherchez des preuves solides, vous êtes très mal tombé. Il va se contenter comme d'habitude de cracher son ignorance et sa bêtise. Commençons par Yacoub et la Nation of Islam. L'histoire de Yacoub. Il y a 6600 ans, Yacoub, un scientifique respecté, marche dans les rues poussiéreuses de la Mecque. À 18 ans, il a déjà tout appris, mais les règles qu'on lui impose l'étouffent. Il veut créer quelque chose de nouveau. Il a en tête une idée bien précise, une idée dangereuse. Il croit qu'il peut créer une nouvelle race. Il réunit alors ses fidèles et déclare « Nous allons créer une nouvelle race pour dominer le monde. » Il fait se reproduire entre eux uniquement ses adeptes à la peau la plus claire. Les bébés à la peau trop foncée, eux, sont systématiquement éliminés. Et le processus sera répété pendant 600 ans. 600 ans au bout desquels naîtra une nouvelle race, les Blancs. Yacoub, lui, était mort depuis déjà longtemps, à l'âge d'environ 150 ans. Mais ses créations, elles, survécurent et quittèrent l'île de Patmos. Elles arrivèrent alors à la Mecque et semèrent le trouble partout. Les habitants, choqués, les chassèrent violemment. Ils s'exilèrent alors en Europe, où ils vécurent comme des sauvages, dans des grottes, nus et sans loi. Selon sa prophétie, ils étaient destinés à régner sur le monde et à semer le chaos pendant 6000 ans. Mais aujourd'hui, le règne des Blancs est sur le point de s'achever. Voilà, c'était donc l'histoire de Yacoub, le créateur de la race blanche. Selon cette histoire, une scientifique noire aurait créé la race blanche il y a 6600 ans pour dominer le monde. Oui, exactement, un génie africain type Dr Frankenstein qui aurait inventé le racisme. C'est ça? Soyons sérieux 2 minutes. Cette histoire n'est pas une théorie scientifique. C'est un mythe fondateur symbolique. La Nation of Islam l'utilise pour pouvoir expliquer la domination historique des Blancs et les persécutions des Noirs. Ce qui est psychologiquement compréhensible. Mais historiquement, c'est aussi crédible que dire que Batman a fondé Wall Street. Si toutes les élucubrations doivent être prises au sérieux, autant ne plus sortir de chez vous, je vous le dis clairement. Surtout si vous mettez toutes les affirmations au même niveau. Et encore plus, si vous mettez toutes les affirmations, même les affirmations isolées, comme étant un mouvement complètement identitaire. Et voilà, et c'est une preuve supplémentaire de votre malhonnêteté intellectuelle. Est-ce que tu es malhonnête, moderne? Dis-nous. Es-tu malhonnête? Ensuite, le fameux mème Wiwakanks, où tout le monde et tout est noir, n'est-ce pas? Shakespeare, Beethoven, Jeanne d'Arc. Wiwakanks. Wiwakanks, c'est un mème né sur 4chan en 2015 qui a atteint son pic de popularité avec la sortie du film Black Panther, dont on a parlé plus tôt. Et l'idée, c'est de se moquer de cette tendance qu'ont certains très influencés par les thèses afrocentristes à déclarer que leurs ancêtres étaient les rois de ceci ou de cela. Le terme Wiwakanks, c'est une déformation de We Was Kings, qu'on pourrait traduire par « nous étaient rois ». Et c'est
orthographiés de manière à se moquer de l'accent et de la grammaire des Afro-Américains. Selon l'Anti-Defamation League, ce même est considéré comme une insulte raciste. En fait, les Européens étaient noirs. Les Noirs ont fondé la civilisation romaine, ils ont aussi découvert l'Amérique, et ils sont aussi allés au Japon, en Chine. En fait, ils ont conquis l'Asie. D'ailleurs, les Chinois étaient noirs. Ils ont aussi créé le bouddhisme, les arts martiaux asiatiques. Et les Moai de l'île de Pâques représenteraient des ancêtres africains. Les mythes grecs sont aussi des plagiats des contes africains. D'ailleurs, Méduse était noire parce que ce qu'elle avait dans les cheveux, ce n'était pas des serpents, mais bien des dreadlocks. Ah oui, et Stonehenge aussi a été construit par des Noirs. Stonehenge existait déjà avant l'arrivée des Blancs en Europe. Ce qui montre bien qu'il y a cette habitude de mentir, en tout cas au niveau de l'historiographie occidentale. Et le gars que vous voyez ici, c'est un certain Omotunde. Et il faut savoir qu'il est considéré comme une sommité par les afrocentristes. Mais là encore, il faut comprendre un message sous-jacent. Il s'agit de réaffirmer la contribution des Africains et des Afro-descendants dans l'histoire face à des siècles où on leur a dit « Vous n'avez rien inventé, vous n'avez rien construit, vous n'avez rien créé, vous n'êtes rien et vous n'avez personne qui a fait quoi que ce soit de pertinent. » Dire que X ou Y était noir dans la mesure où on sait que beaucoup de Noirs ont été blanchis dans l'histoire. C'est-à-dire on a menti sur leur identité et quand vous ne pouvez pas prouver le contraire vous-même, c'est normal. Aujourd'hui, encore, malgré toutes les difficultés imposées par le système, les personnes les plus célèbres au monde sont des Noirs. Donc, imaginez à quel point c'était aussi le cas dans le passé, ce n'était pas difficile. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a une volonté d'invisibiliser les Noirs, les gens les plus célèbres au monde sont quand même Noirs. Donc, cette idée ne sort pas de nulle part, ça ne sort pas de rien. C'est une analyse logique qui amène à ça. Et surtout, le fait qu'on a découvert que pléthore de personnages l'étaient effectivement, mais par volonté de réécriture historique, culturelle chez vous, vous les avez changés. Arrivons maintenant sur la théorie de la mélanine et les cheveux magnétiques. Voilà. La théorie de la mélanine. La mélanine, c'est un pigment naturel produit par des cellules de la peau, des cheveux et des yeux, et qui leur donne leur couleur et protège la peau contre les UV, et c'est tout. Et plutôt que de vous parler moi-même de ces théories de la mélanine, je vais plutôt laisser faire le docteur Laila Africa. Germany, Italy, France, the US, they meet every 3 to 5 years and have a melanin convention and discuss the latest research in melanin. They have never invited a black scientist to that meeting in history. So we have had our own melanin conferences where we discuss this information involving melanin. Melanin is commonly associated with the pigment that causes your skin to be brown. So we figure that that's what melanin is about. But it's a little more than just the pigment that makes your skin brown. It's what we call a chemical key to life. The more melanin you have, the more civilized you are. The more melanin you have, the more psychic you are. The more melanin you have, the more information your brain can store. The more melanin you have, the faster the nerve transmissions are. The more melanin you have, the more sound you absorb in your ear, so you hear the full range of sound. No other race can do that. The more melanin you have, the more color you can absorb in your eyes. That's why your eyes are brown. You actually see the full color. Bon, mais alors ces théories, elles viennent d'où? Eh bien, en grande partie de gens comme Leonard Jeffries, un politologue et ancien professeur de Black Studies. Ce que dit en gros Leonard Jeffries, c'est que la mélanine serait la substance à l'origine même de la civilisation. Et comme les Blancs en sont quasiment dépourvus, il en a déduit qu'ils étaient forcément inférieurs. Mais on va surtout s'attarder sur le cas Frances Cress Welsing. C'est une psychiatre afro-américaine née en 1935 et morte en 2016 à Chicago qui, au nom de l'antiracisme et de la lutte contre la suprématie blanche, a tout simplement développé une nouvelle théorie raciste. Mais elle est surtout connue pour son ouvrage The ISIS Paper, The Keys to the Colors, sorti en 1991, une compilation d'essais sur le racisme et ses impacts psychologiques. Et jusque-là, tout va bien, me direz-vous. Sauf que c'est dans ce livre qu'elle développe une théorie selon laquelle la suprématie blanche découlerait d'une peur de l'annihilation génétique des Blancs face aux populations
à fort taux de mélanine. Selon elle, le racisme serait une stratégie de survie des Blancs, qui seraient en fait des descendants de mutants albinos qui auraient fui l'Afrique. Et ça devrait vous rappeler quelque chose d'ailleurs. Frances Cress Welsing, c'est l'une des figures les plus influentes des cercles afrocentristes. La mélanine serait source de capacités surnaturelles chez les Noirs. En clair, avoir plus de mélanine serait synonyme d'une supériorité physique, intellectuelle et spirituelle. Le monde occidental se trompe très souvent dans la compréhension de notre monde. Ils sont tellement focalisés sur la matière, sur le matériel, qu'ils oublient tout ce qui est abstrait et que tout n'est pas que matière. Le monde n'est pas fait que de matière, mais de trucs différents. De trucs qui ne sont pas toujours physiques, mais beaucoup plus abstraits. Alors, quand on parle maintenant de la fameuse théorie de la mélanine, cette idée selon laquelle plus on a de mélanine, plus on serait civilisé, psychique, intelligent. Oui, dire comme ça fait halluciner certains, parce que ça grince les dents, non mais, parce qu'ils n'ont pas de mélanine, c'est de la pseudo-science. Mais prenons un peu du recul. Le monde est rempli de mystères. Récemment, on a découvert que l'eau avait une mémoire. La manière dont tu parles à l'eau, elle réagit. On a découvert que certaines plantes communiquent entre elles, que notre cerveau n'utilise que 10% de ses capacités. On est capable de réactions physiologiques qu'on comprend à peine. Des mamans, parce qu'elles veulent sauver leurs enfants, peuvent soulever une voiture de plusieurs tonnes. Alors, réfléchissons, pourquoi fermer complètement la porte à l'idée que le corps humain, qui est une machine hyper complexe et évolutive, peut avoir des spécificités encore mal comprises, comme des effets particuliers de la mélanine sur la perception, l'énergie ou encore les résistances aux UV. Dire que la science occidentale moderne prouve que c'est faux révèle à ignorer que la science évolue et qu'elle n'a pas encore réponse à tout. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas mesurer ou expliquer certains phénomènes que ces phénomènes n'existent pas, parce qu'on les a déjà observés. La mélanine, au-delà de la pigmentation, est une molécule qui joue plein de rôles biologiques, non? Protection neuronale, oui. La mélanine protège nos neurones. Influence sur certaines fonctions immunitaires. Protection contre les UV. Donc, c'est loin d'être inutile. Très loin. Alors, imaginez qu'elle ait d'autres effets potentiellement subtils ou encore non documentés. Ce n'est pas farfelu, monsieur. Surtout dans une approche mystique, spirituelle, qui considère que le corps et l'esprit comme un tout énergétique. Voilà, intègre ça. C'est pas parce que tu n'y crois pas ou que vous n'êtes pas concerné que ça veut dire que ça n'existe pas. Maintenant, je vais quand même faire un gros truc rouge ici, disclaimer, attention. Certains ont poussé l'idée à l'extrême, en hiérarchisant les races ou encore en attaquant les albinos. Et ça, c'est inacceptable et dangereux. Mais la curiosité et la spéculation sur le potentiel humain ne doivent pas être ridiculisées juste parce que ça ne vous est pas confortable, juste parce que ça n'arrange pas la perception scientifique dominante. Et intégrez ça aussi dans vos esprits. Voilà. En gros, le monde est vaste et très complexe. Et il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas encore. Beaucoup de choses qui vous sont cachées. Et parmi les choses que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas, il y a le fait que la mélanine puisse avoir un rôle beaucoup plus profond, même encore aujourd'hui. Maintenant, les histoires de cannibalisme. Les Blancs ont mangé les Noirs. Ce que je vais vous montrer ici, c'est la vidéo TikTok d'une certaine Kim Possible. But white people have always indulged in cannibalism. They ate their slaves and they ate black people that were free after the Emancipation Proclamation, after lynchings. My name's Kim History, I teach Black History. Alors, pour comprendre d'où vient cette idée, il faut remonter à une autre théorie selon laquelle, si les momies ont disparu, c'est parce que les Blancs les ont mangées. Voici un extrait de la vidéo d'une autre influenceuse afrocentriste, We Are Push Black, qui parle de ça. Sauf qu'en fait, ce qu'elle dit est vrai. On a vraiment bouffé les momies. Et pas une ou deux juste pour goûter. On en a bouffé des milliers. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien documenté pour le coup et qu'on appelle le cannibalisme médical. Je suis tombée sur la vidéo de cette jeune fille qui nous apprend des choses inédites sur l'histoire des Afro-Américains. Trigger warning, il n'y a pas d'autre mot. J'ai pas vu d'autres Français aborder ce sujet, donc je me fais le plaisir de vous apporter l'information. Ce que je m'apprête à vous dire, vraiment, ça me débecte. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un dégoût total, genre je peux même pas l'expliquer. Déjà, moi, je savais que pendant l'esclavage, il y avait certains esclavagistes qui réutilisaient la peau de certains esclaves noirs pour faire du cuir. Donc déjà, ça, cette information, jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas digérer. Ils faisaient des portefeuilles et tout, apparemment, avec la peau. Je savais même pas que c'était possible. Cette jeune fille, elle nous apprend qu'ils n'étaient pas seulement déshumanisés par le travail, la force, etc. Il y avait aussi du cannibalisme. Et puis, jusqu'à 1970, guys, c'est pas comme si elle sortait les informations de son chapeau. Elle nous sort des sources, des livres de recettes qui s'appellent Edible People, The Delectable Negro. Vraiment, rien que le titre...
Ça me choque. Vous vous en doutez bien, le phénomène il a été peu reconnu, mais il y a quelques sources qui nous indiquent que c'était plutôt les régions du Sud et que ça a été d'actualité pendant et après la guerre de sécession. L'école ne t'apprend pas ça, mais moi je vais te le dire. En 2014, un chercheur du nom de Vincent Woodard a révélé une vérité choquante dans son livre. En fait, il a fouillé dans des archives et analysé les témoignages d'anciens esclaves pour découvrir un truc tout juste dégueulasse. Les corps des esclaves noirs étaient parfois mangés par les colons. Pendant longtemps, on a cru que les récits de cannibalisme étaient exagérés, mais en regardant les documents de plus près, on trouve des trucs flippants. Des esclaves racontent que la peau était utilisée pour fabriquer des chaussures et des sacs à main, que les cheveux servaient à rembourrer des matelas. Certains maîtres faisaient même manger aux esclaves des morceaux de leurs propres compagnons comme punition. L'histoire de Nat Turner, un esclave qui s'est rebellé en 1831, en est un exemple révélateur parce qu'après son exécution, sa chair a été transformée en graisse médicinale, c'est-à-dire à quel point cette folie allait loin. Mais tu vas me demander pourquoi ces histoires sont-elles effacées des livres d'histoire? Parce que souvent à l'école, on nous raconte juste que la traite négrière se résumait à forcer les noirs à travailler, alors qu'en fait c'est beaucoup plus dégueulasse que ça. Et bien ce silence s'appelle tout simplement le whitewashing, c'est le fait de réécrire l'histoire pour la rendre plus acceptable, en minimisant les crimes et en effaçant certaines vérités. Est-ce que tu savais qu'à une époque aux États-Unis, des médecins blancs utilisaient la peau des noirs pour en fabriquer des chaussures? Ouais, et en plus de ça, il y a d'autres choses qui sont tout aussi horribles. Une des pires pratiques que j'ai vues en faisant des recherches, c'est qu'il y avait des lynchages publics après l'esclavage, où des personnes noires se faisaient pendre, brûler, mutiler en public, et des personnes venaient manger devant ce spectacle. Pire encore, il y avait des gens qui prenaient des photos. Donc aujourd'hui, on voit des clichés où il y a des personnes noires qui se font pendre devant une foule qui mange, qui voit ça comme un spectacle. C'est juste inhumain ce que je suis en train de vous dire. Un autre truc horrible, il y avait une médecin qui s'appelait Marian Smith qui opérait les parties génitales des femmes esclaves noires, mais sans anesthésie parce que selon elle, elle résistait à la douleur et surtout, elle s'en moquait. Un autre truc plutôt récent, puisque ça a duré de 1932 à 1970, il y a 600 hommes noirs qui ont été atteints de la syphilis, mais ils les ont pas du tout soignés, et ils les ont même pas prévenus, et voulaient juste vérifier ce que ça faisait sur eux, sans les prévenir. Pour, je cite, étudier l'évolution de la maladie. C'est inhumain. Il y a un autre truc aussi dont on parle pas beaucoup, mais c'est qu'après la fin de l'esclavage, il y a un truc qui s'appelait le Black Code. En gros, c'était des lois contre les personnes noires qui autorisaient à tout le monde, à toutes les personnes blanches, de les arrêter s'ils faisaient une bêtise selon eux. Évidemment, il y avait que des dérives. Par exemple, une personne noire qui osait parler à une personne blanche, c'était contre le Black Code. Et du coup, elle pouvait être arrêtée pour avoir discuté. Et d'ailleurs, malheureusement, après la fin de l'esclavage, en fait, les noirs étaient toujours loués, je cite, comme des travailleurs dans des trucs pénibles comme des mines, etc. Évidemment, ils étaient presque pas payés, donc c'était une autre forme d'esclavage. Et c'est pas pour autant que les persécutions s'arrêtaient, au contraire. Toutes les horreurs que je suis en train de vous raconter, elles sont arrivées post-esclavage, donc bien après. Ça montre que même après l'esclavage, les noirs étaient traités comme des animaux, voire pire. Aujourd'hui, heureusement, il n'y a plus toutes ces horreurs, mais il y a certains groupes qui les revendiquent et qui veulent le refaire. Bref, voilà, c'était une vidéo de réponse à la vidéo de la fille qui était hyper pertinente, donc voilà. Et encore, ce que je viens de vous montrer, c'est la version soft. La version que je me suis dit, ça peut passer sur YouTube. Donc, imaginez ce que j'ai eu. Imaginez. S'il vous plaît, les membres de la chaîne là, témoignez un temps soit peu en commentaire de ce que vous avez vu. Alors, pourquoi est-ce que l'histoire racontée par l'Occident sur les 500 dernières années est toujours glorieuse pour eux de leur point de vue? Spoiler, ce n'est pas un hasard, vraiment. Ce n'est pas leur grandeur. L'histoire, vous comprenez, n'est jamais neutre. Elle est toujours politique. Et l'Occident, depuis des siècles, a compris un truc simple. Si vous voulez dominer le monde, il faut que tout le monde croie que l'Occident, ce sont les gentils, les héros de votre propre film. Même si en coulisses, ils vous pillent et ils vous colonisent à tout va. Regardez par exemple, on nous parle de Christophe Colomb comme un explorateur courageux, alors que pour les peuples d'Amérique, c'était l'arrivée du génocide, du vol de leurs terres. On nous parle de la révolution industrielle comme étant un triomphe de l'ingéniosité européenne. Mais on oublie le travail forcé, les enfants exploités et les millions de vies détruites pour pouvoir bâtir ses fortunes. Même l'abolition de l'esclavage est souvent racontée comme étant une grande victoire morale, alors que c'était une lutte des peuples opprimés pour arracher leur liberté qui avait été volée. Et non simplement un acte héroïque et un acte de générosité des colonisateurs. Ce n'était pas le cas. Bref, l'Occident a une grande habitude, c'est-à-dire inventer une histoire où il peut se racheter une moralité. On glorifie les conquérants, on minimise les victimes, on minimise les crimes et on transforme le vol et la destruction en progrès. C'est exactement pour ça que les afro-descendants et plus largement
Tous ceux qui ont subi le colonialisme doivent remettre en question ces récits glorieux. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est juste de la lucidité historique. L'histoire, ce n'est pas un document neutre. L'histoire est et a toujours été une arme politique. Et l'Occident est très fort pour s'écrire en héros, tout en laissant derrière lui un monde pillé, traumatisé et désespéré. Voilà. C'était donc ma réponse à Modin sur ces élucubrations. Le but était d'essayer de vous faire comprendre à quel point le mal il est profond et à quel point ce qu'on est en train de faire est important. C'est extrêmement important parce que voilà, ça tourne. Vous vous rappelez d'une période, on trouvait que c'était ridicule. Parler de l'identité africaine, c'était ridicule. Maintenant, c'est en train d'être dangereux. C'est comme ça qu'il présente ça. Le réveil africain, c'est dangereux. À un moment donné, ça va être évident. Donc, intégrez ça. Toute révolution passe par ces 3 phases. C'est d'abord ridicule, puis dangereux, et après c'est évident. Voilà. C'est donc ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses, et on se retrouve une prochaine fois. Oh,